Le bio, nous sommes 9 Français sur 10 à en consommer au moins une fois dans l'année. Et les 3/4 d'entre nous en achètent régulièrement. Mais ces nouvelles habitudes ont un prix. Combien coûte exactement le bio? Nous avons fait le test. Voilà pour vous. Nous sommes allés tout d'abord dans un supermarché classique, remplir un caddie non bio. Du lait, du jus d'orange, des yaourts, du beurre, du café, des gâteaux, du jambon, des céréales, des pâtes et des fruits et légumes. Puis, nous sommes allés dans la même enseigne, mais bio, acheter exactement les mêmes produits, mais dans leur version bio. Voici le résultat. Le panier classique nous a coûté 42,38 €. Le panier bio, lui, 64,81 €, soit 53% en plus. Si nous acceptons de payer plus cher nos courses, c'est souvent contre la promesse de vivre en meilleure santé. La dernière étude de l'INSERM sur la question avance que les personnes qui mangent régulièrement bio auraient 25% moins de risques d'attraper un cancer que ceux qui ont une alimentation conventionnelle. Mais est-ce qu'un prix aussi élevé est justifié? C'était là le point de départ de notre enquête. Mais au cours de nos rencontres, dans toute l'Europe, nous avons découvert que ce prix élevé ne garantit pas l'absence de pesticides. Plus étonnant encore, pour certains fruits et légumes, il ne serait même pas nécessaire, hormis pour le respect des sols, de les acheter bio. Première étape de notre enquête, comprendre pourquoi le bio est si cher. À Arras, au nord de la France, c'est en ce moment la pleine saison du poireau. Julien Carle est tous les jours dans ses champs pour faire la récolte. Il cultive 10 hectares en tout, pommes de terre, carottes, poireaux, tout en bio. Un sacré défi. Moi, je cultive du poireau à 75 cm entre deux rangs de poireaux, alors que les gens qui cultivent du poireau en conventionnel ont tendance à resserrer les poireaux, à être plutôt à 60 ou 50 cm. Julien a 30% de plants en moins que sur une parcelle non bio, car il faut qu'il les espace au maximum pour éviter que les poireaux ne prennent trop l'humidité et pourrissent, ce qui n'arrive pas en agriculture conventionnelle, où les poireaux peuvent être traités avec des produits chimiques. Si vous rentrez dans un champ conventionnel, aujourd'hui, il va vous paraître super beau, super bleu. Moi, c'est un champ bio, voilà. Il y a du feuillage qui est beaucoup plus abîmé, il y a des maladies qui se développent, je suis obligé de faire avec. Et ces maladies qui se développent, quand j'enlève un poireau, en conventionnel, on va enlever une seule feuille. Moi, je vais avoir tendance à devoir enlever une feuille de plus. Donc dans le rendement, ça fait aussi du rendement en moins. Et ce qui fait que pour que le poireau soit présentable pour le client final, j'ai enlevé des feuilles en plus. Julien applique le cahier des charges de la bio. C'est le fameux label que nous connaissons tous, AB, pour agriculture biologique, remplacé progressivement depuis quelques années par le label européen Eurofeuille. Les principes: interdiction d'utiliser des pesticides ou autres produits chimiques de synthèse, interdiction d'utiliser des OGM, recyclage des matières organiques pour enrichir les sols, rotation des cultures pour les préserver. Des contraintes que Julien accepte volontiers, car si ces légumes bio sont 30% plus chers à produire que le conventionnel, il se rattrape sur son prix de vente. Il y a des semaines où je le vends 20% plus cher et il m'a coûté que 20% de plus à produire. Et il y a des semaines où je vais le vendre 100% plus cher. Et disons qu'on discute beaucoup plus facilement. Je ne suis pas en force, mais je suis en partenariat. Julien vend son kilo de poireaux bio, 1,80 € en moyenne. C'est presque 2 fois plus qu'un poireau conventionnel et en plus, il est assuré de le vendre. Car il a signé un contrat avec une grande enseigne. Plusieurs jours par semaine, un camion vient chercher une partie de sa récolte. En tout, sur une saison d'hiver, il s'est engagé à livrer 40 tonnes. Mais avant d'atterrir sur les étals des grandes surfaces, ces légumes doivent subir un contrôle qualité. C'est ce grossiste qui s'en charge. Ici, on vérifie que le poireau bio est vendable en grande surface et les critères sont assez stricts.
Carrefour va avoir des exigences sur la longueur du fût. Donc le fût doit faire 15 cm minimum, le blanc doit faire au moins 10 cm, donc là on est largement en dessous. Le fût total doit faire entre 45 et 55 mm pour que ça puisse également rentrer dans les caisses, pour pouvoir le mettre en magasin. L'enseigne leur fournit un document avec un cahier des charges précis. Par exemple, de la terre sur la racine ou des traces de terre sur le fût peuvent donner lieu à un avertissement. Certains ne passent pas le test. Par contre, ce qui a pu, là, ça peut être des feuilles qui ont été mal arrachées au moment de la récolte. Donc ça, c'est une botte qu'on va peut-être écarter et on va pas l'acheter parce qu'on va la revaloriser autrement. Ce poireau, comme 2% de la livraison, va finir en barquette à pot-au-feu. C'est le grossiste et non pas Julien qui en subit le coût. C'est lui aussi qui se charge du conditionnement et de la livraison. Pour ces étapes, le grossiste se prend une marge de 80 centimes sur le kilo de poireaux de Julien, qui du coup passe de 1,80 € à 2,60 €. Mais surprise, lorsque nous le retrouvons dans le supermarché bio d'Évreux, le prix du poireau de Julien a flambé. Il est passé de 2,60 € à 4,50 € le kilo. Presque 2 € de marge. Et si le surcoût du bio venait des marges confortables de la grande distribution? On peut se poser la question en voyant de jeunes pousses bio à 18,60 € ou encore de l'ail à 14,95 €, des prix 2 fois supérieurs aux conventionnels. Parce qu'on fait que du jour bien mettre en avant. Benoît Souris, le patron du bio chez Carrefour, s'explique. La marge, elle peut être légèrement meilleure sur la marge d'entrée, mais comme on le sait, la nature même des fruits et légumes biologiques fait qu'ils s'abîment plus vite. Par exemple, la banane. C'est un produit qui souffre, qui est très fragile, donc il faut les regarder régulièrement puis les enlever. Voilà. 4 à 5 fois par jour, Corinne, la gérante, jette les produits abîmés. C'est une perte pour le magasin, ce qu'on appelle le taux de casse. Il est 2 fois plus élevé que sur des fruits et légumes conventionnels. Je pense que c'est environ 5%. Mais si on veut un rayon qui est en permanence attractif, voilà, il faut savoir jeter. Savoir jeter pour attirer le client. Ces légumes partiront à la poubelle. Même avec ce taux de casse, le bio reste très rentable pour les grandes enseignes. Selon les experts du secteur, les marges brutes seraient 1,5 fois plus élevées que dans le conventionnel. Et c'est d'autant plus une bonne affaire pour la grande distribution que ce secteur affiche une croissance insolente, plus 20% tous les ans. Pourtant, il y a un énorme problème. À l'heure actuelle, seuls 6% des terres agricoles françaises font du bio. Insuffisant pour faire face à la demande qui n'en finit plus d'exploser. Alors, comment trouver toujours plus de bio pour remplir les rayons des supermarchés ? C'est la mission de Mathieu, chargé des approvisionnements pour Carrefour. Il tente d'inciter des agriculteurs du conventionnel à se convertir. Aujourd'hui, on sait que cette demande elle va augmenter et donc il est important qu'on puisse préparer l'avenir avec de nouveaux producteurs qui se convertissent à la bio. Et vous allez voir qu'une fois n'est pas coutume, la grande distribution est prête à surpayer le produit. C'est la chance qu'a eue Pierre-Paul Monteil, un Corse à la tête de 36 hectares de clémentiniers, d'orangers et de pomelos. C'est chargé, hein? Ouais, ça va. Faut goûter? Ah, bien sûr. Il y a encore 2 ans, l'agriculteur cultivait tout en conventionnel. Il s'est décidé, aidé par sa fille Marie-Laure, à convertir les 3/4 de ses vergers en bio. S'il y en a bien un qui est satisfait de cette décision, c'est Mathieu. Car la clémentine à feuilles corse est l'un des fruits les plus demandés par les clients des supermarchés pendant l'hiver. Ça, c'est expédié quoi? Demain? Demain soir. Ça va être conditionné demain dans la journée. Donc dans les magasins, vendredi, samedi? Oui. Ah, ça va être une belle fin de saison, c'est bien ça. Pour qu'il puisse financer sa nouvelle récolte et compenser les pertes liées à la culture en bio, Carrefour lui a proposé un contrat. La promesse d'acheter toutes ses récoltes pendant 3 ans
et à un prix fixe, avec même un cadeau en bonus. On a fait un contrat ensemble où sur ces 3 années, Pierre-Paul s'engage à nous proposer des produits de conversion et des produits bio. Et nous, pendant cette période, on s'engage à les prendre et à le proposer aussi à nos clients en expliquant que c'est de la conversion et avec un prix qui permet de rémunérer ce travail-là et qui soit un prix qui est supérieur au prix du conventionnel. C'est là où c'est intéressant pour Pierre-Paul. Normalement, ces clémentines devraient être vendues au prix du conventionnel, car cela ne fait que 2 ans qu'il convertit ses terres au bio. Or, on estime qu'il faut 3 ans pour que la terre se nettoie de ses pesticides. Et pourtant, Carrefour lui achète ses fruits 30 centimes le kilo plus cher que du conventionnel. L'enseigne n'est pas en reste. Elle répercute, et pas qu'un peu, ce prix spécial conversion en magasin. 5,20 € la barquette de clémentine en conversion. Le conventionnel est à 3,50 €. En un an, le chiffre d'affaires du bio chez Carrefour a augmenté de 600 millions d'euros. Il atteint cette année 1,8 milliard, c'est 5% de leur chiffre d'affaires sur l'alimentaire. L'an dernier, 4300 agriculteurs français se sont convertis au bio. Pourtant, ça ne suffit toujours pas. C'est ce qui fait les affaires d'un pays qui se trouve à 2 heures de vol de Paris, notre principal fournisseur de fruits et légumes bio. À première vue, lorsque l'on voit ces terres à flanc de montagne, soufflées par des vents chauds, on a du mal à comprendre comment l'Espagne a pu devenir le grenier de toute l'Europe. C'est pourtant bien le cas. Avec 2 millions d'hectares, le pays a la surface agricole bio la plus élevée du continent. Sa botte secrète se niche ici en Andalousie. À l'intérieur de ces immenses rectangles blancs et gris. Pour se rendre compte de leur étendue, il faut prendre de la hauteur, car ils sont visibles même depuis les satellites et sur 200 km de côte. Ces milliers de rectangles sont en fait des serres de fruits et légumes, dont la moitié est bio. 80% de nos tomates et laitues viennent d'ici. Alors, comment fait l'Espagne pour produire plus que nous ? Pour découvrir le secret des paysans bio espagnols, nous avons rendez-vous avec Francisco Balaguer. Il possède plusieurs serres un peu partout dans la région. Ici, les agriculteurs ont senti bien avant nous la demande pour le bio et se sont convertis plus vite et surtout 2 fois plus que les Français. Francisco nous montre ce matin une première serre, immense, remplie de concombres bio, dont la récolte se termine. Et une seconde, dans l'enfilade, où poussent des aubergines bio. Voici ma plantation d'aubergines. Je l'ai semée cet été au mois d'août. Chaque saison, il arrive à produire ici 80 tonnes de légumes, avec beaucoup moins de pertes que nos agriculteurs français, grâce à ce double toit en plastique. Ce double toit est nécessaire, car les gouttes d'eau ne tombent pas sur les plantes, mais ici au milieu. L'eau de rosée de la nuit se rassemble ici au milieu et le plastique est troué pour que l'eau tombe ici et non pas sur la plante. Sinon, il pourrait y avoir des pourritures et des champignons. C'est donc une manière de faire tomber l'eau de la rosée là où il faut. Cette structure a été pensée dans ce but, mais aussi parce que comme ça, la nuit est beaucoup moins froide. On retient vraiment beaucoup plus la chaleur. Certains de ses confrères chauffent leur serre la nuit. Francisco, lui, refuse. Il respecte tous les critères de la bio, mais y a rajouté des techniques personnelles. Chimiste de formation, il a par exemple expérimenté pendant de longues années avant de trouver sa recette de biofertilisant. C'est un goutte à goutte. Par ici, en plus de mettre de l'eau de l'étang qui est dehors, on incorpore les types d'engrais que l'on peut utiliser dans la production écologique, comme par exemple l'acide humique, tout ce qui est matière organique liquide qui peut s'incorporer de cette façon dans le tuyau. Ainsi,
Grâce à ces techniques et à la protection de ses serres, Francisco réussit à avoir en moyenne 2 fois moins de pertes que le bio français. Et avec une main-d'œuvre 2 voire 3 fois moins chère qu'en France, l'Andalousie arrive à casser le marché. Voici par exemple sur nos étals les clémentines bio d'Espagne à 2,95 €. Alors que juste à côté, les clémentines bio de Corse sont à 6,50 €. Faire de l'intensif, sous serre, exporté par des milliers de poids lourds, pour un bilan carbone vertigineux. Pour beaucoup, cela est contraire au principe même de la bio. Mais au cours de notre enquête, nous avons fait une autre découverte qui pourrait choquer bien plus tous les amateurs de bio. Pourquoi vous mangez bio? Pour la santé surtout et pour l'environnement aussi. Parce que c'est plus ça. On a beaucoup moins de pesticides, ouais, c'est pour la santé surtout. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de pesticides dans les fruits bio. Ça doit être a priori plus naturel quand même. On sait que les pesticides aujourd'hui, les gens ils cherchent de moins en moins à en manger. C'est pour ça le bio, c'est pas mal. Dans notre croyance de consommateur, manger bio serait une garantie de ne pas ingérer des pesticides. Mais est-ce vraiment le cas? Comment le bio est-il contrôlé? Nous avons suivi un contrôleur à Gignac, dans l'arrière-pays de Montpellier. Monsieur Travel, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Ça va, je vous en prie, montez. Merci. Philippe Navas est auditeur pour l'une des 9 agences de contrôle qui a le pouvoir de donner ou non, dans toute l'Europe, le label bio à une exploitation. Bien. Aujourd'hui, il vient décider de l'avenir de ce vignoble. Alors, en quantité, combien vous avez acheté, ou combien vous avez utilisé, pardon? Pendant 2 heures, il passe au crible toutes les factures du gérant du domaine. Le but, identifier les produits utilisés pour traiter les vignes. Première surprise, en agriculture biologique, on a le droit d'appliquer certains produits chimiques. Donc, la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est un mélange de cuivre et de chaux. Il permet de combattre le mildiou, un champignon de la vigne, mais il fait partie de la famille des métaux lourds, qui peut s'avérer dangereux à haute dose. L'Agence européenne pour la sécurité des aliments a récemment pointé son rôle dans la pollution des sols. Alors, le cuivre, Chamflot. Il est plein? Il est plein. Le consommateur se dit bio, ça veut dire sans produit en fait. Alors, ça serait totalement de nature. Et si tel était le cas, un exercice comme le précédent avec la pression mildiou qu'on a connu, les rayons de supermarché ou de cavistes en vin seraient très démunis. Le gérant du domaine est très prudent avec les doses. Et pour cause, sur ce classement des produits autorisés en agriculture bio, celui-ci est classé en toxicité maximum si l'agriculteur le respire. Notre seconde surprise survient lorsque nous suivons le contrôleur dans les vignes. On voit des traces d'euphorbes, il y a du pissenlit, il y a des euphorbes qui sont là, donc ça c'est typiquement des végétaux qui ne s'implantent pas très rapidement. Donc ça veut dire pour nous qu'il n'y a pas eu d'herbicide sur la zone depuis pas mal de saisons. Philippe Navas ne va procéder à aucun prélèvement. Il vérifie les moyens mis en œuvre pour cultiver en bio par l'exploitant, pas ses résultats. En fait, les analyses pour contrôler les taux de pesticides ne sont pas obligatoires dans la bio. Mais la réglementation précise qu'on est dans le cadre d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultats. Il y a pourtant bien des prélèvements, mais ils sont rares. Selon lui, tous les 3 ans, chez ceux pour qui le contrôleur a des doutes, tous les 10 ans seulement, chez ceux en qui il a confiance. Mais le consommateur peut se dire qu'on ne sait pas s'il n'y a pas de pesticides ou pas alors. Mais on ne sait jamais ce genre de choses-là, hein, avec certitude. C'est nous, avec un œil d'expert, qui définissons en quelque sorte les zones où véritablement il y a un risque et auquel cas on accentue les prélèvements sur cette zone-là. Pas d'obligation de résultat, des prélèvements qui peuvent sembler insuffisants. Voilà pourquoi même quand on paye plus cher, on n'a pas toujours la garantie de ne pas avaler de résidus de pesticides. C'est ce que révèlent les conclusions du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
publiée en juillet 2018. Elle fait apparaître que 15,6% des produits bio présentent des résidus de pesticides. Même si l'étude souligne aussi que ces résidus sont moins nocifs que ceux du conventionnel pour l'environnement et pour la santé également, car ils sont moins variés, donc limitent l'effet cocktail. Ces résultats pas fameux ne sont pas le fait des contrôleurs, ils sont la plupart du temps plus pointilleux que ce que la loi leur demande. Le problème, c'est la réglementation européenne qui régit notre agriculture bio. Ce que nous découvrons en la lisant nous sidère. Il n'existe pas de limite maximale de résidus de pesticides spécifiques à l'agriculture biologique. Les limites appliquées sont les mêmes que celles qui portent sur l'agriculture conventionnelle. Autrement dit, le seuil de résidus de pesticides à ne pas dépasser pour avoir le droit de commercialiser un produit est le même en bio qu'en conventionnel. Selon Philippe Navas, être plus exigeant mettrait en péril les 37 000 fermes bio françaises. Ça enclencherait d'autres problématiques, de notions de contamination fortuite par exemple, qui enclencheraient des déclassements qui seraient très très conséquents. La majeure partie des professionnels de la bio partagent son avis, puisque 94% des terres françaises sont encore cultivées en conventionnel, leurs pesticides peuvent contaminer les exploitations bio. Demander le zéro pesticide à la bio serait donc impossible. Un homme n'est pas d'accord avec ce constat. Et vu son statut, il a pu le faire savoir bruyamment. Bruxelles, les couloirs du Parlement européen. De telle sorte que la cause de la santé humaine progresse, tel que nous l'avons dit aujourd'hui avec ce signal très fort. Éric Andrieux est eurodéputé. Il dirige depuis un an une commission d'enquête sur les pesticides en agriculture. Il s'est battu bec et ongle en mai dernier pour tenter de faire voter un seuil de résidus de pesticides en bio beaucoup plus bas que celui de l'agriculture conventionnelle. Mais les fédérations bio, d'agriculteurs français et allemands, se sont toutes opposées à lui. Pour moi, ça m'a paru très important de défendre cette question des seuils, parce que je pense qu'il faut que le bio progresse et garantisse la qualité de ses produits auprès des consommateurs. C'est très important si on veut que la dynamique du bio perdure et que le consommateur, dans ce qu'il consomme, soit rassuré. Moi, j'ai maintenu, dans les textes du règlement, le principe des seuils. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais il faut qu'on le fasse demain. D'autant que cette limite maximale de résidus de pesticides très sévère, 3 pays européens l'appliquent déjà. L'Italie, la Belgique et la République tchèque ont instauré le même seuil que celui en vigueur dans l'alimentation pour bébés, à savoir 0,01 mg par kilo de pesticides. Au-delà de cette quantité, leurs produits bio sont automatiquement décertifiés. Éric Andrieux trouve que le bio français est trop laxiste. Il faut vraiment que les seuils soient mis en place dans les 4 ans qui arrivent. Et que le travail qui est en train d'être effectué sur tous les États membres permette de créer un modèle de certification qui garantisse demain que les seuils seront plus exigeants et qu'on aura les moyens de contrôle dans l'intérêt du consommateur. Alors, depuis quelque temps, un nouveau label est apparu dans nos supermarchés avec une promesse étonnante. Il garantit 0 résidu de pesticides. Il serait donc plus bio que notre bio. Mais 0 résidu de pesticides, est-ce possible? Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Derrière cette promesse, il y a cet homme à gauche avec les lunettes, Gilles Bertrandias. Il est directeur d'une coopérative de 3000 producteurs. Il y a un an, il a l'idée de cette 3e voie. On prend de ce qui se fait de très bien dans l'agriculture biologique, on prend aussi de ce qui se fait de très bien dans l'agriculture conventionnelle pour, en tout cas, garantir aux consommateurs une qualité sanitaire qui est fondamentale, évidemment, pour la santé publique. Son idée, c'est d'appliquer les bonnes pratiques de la bio au maximum, mais ne pas s'interdire d'utiliser certains pesticides, moitié moins cependant que l'agriculture conventionnelle, et seulement ceux dont la molécule se dégrade assez rapidement pour ne laisser aucune trace
sur le fruit récolté. Là, on a de la Pink Lady, ici, on a de la Gala, et on arrive dans la parcelle d'Ariane, plantée en 2003. Christophe Belloc est un de ceux qui a été conquis par son idée. Il a fait l'expérience zéro résidu de pesticides sur une des parcelles de son verger de pommes. Voilà. On a tous les produits en France, toutes les applications, que ce soit en bio ou pas, ont des délais avant récolte qui garantissent qu'une grande partie des résidus s'éliminent. L'agriculteur dispose d'une liste verte de produits qu'il a le droit d'utiliser. Une liste grise de substances chimiques qu'il doit utiliser le moins possible. Enfin, une liste noire de produits à bannir car ils persistent sur les fruits au-delà de la récolte. Autrement dit, la promesse du label, ce n'est pas le zéro utilisation, mais contrairement au bio, il s'oblige à une obligation de résultat. Et pour cela, il ne lésine pas sur les prélèvements. Ces pommes ont subi des tests avant la récolte, au moment de la récolte, et vont en subir tout au long du process qui va effectivement permettre de les conditionner et de les emballer avant que le consommateur les trouve. 500 molécules sont analysées par un laboratoire indépendant. Seul le résultat donne le feu vert à la mise sur le marché. D'ailleurs, pour sa première récolte, une partie de la parcelle de Christophe a été recalée. Christophe, la parcelle qui n'était pas conforme au zéro résidu à la récolte représentait combien d'hectares? Sur les 5, puisqu'elle était 2. Voilà, donc sur les 5 hectares, il y a eu 2 hectares qui n'étaient pas conformes à la promesse zéro résidu de pesticides et la récolte, donc qui sont aujourd'hui dans le côté conventionnel. Ça, pour vous, c'est une perte C'est la marge supplémentaire qui disparaît. Voilà, donc on retombe sur des prix qui sont habituellement les prix de la variété. Christophe va persévérer, car le label zéro résidu de pesticides lui permet de vendre ses pommes 30% plus chères qu'en conventionnel. En magasin, l'offre est aussi intéressante pour le client. Elle est en moyenne 30 à 50% moins chère que le bio. 400 producteurs dans toute la France appliquent déjà cette démarche. Pourtant, personne ne sait aujourd'hui si les pesticides utilisés pendant la culture, même dégradés à la récolte, ont encore une incidence sur la santé. Alors, entre la garantie de résultat mais pas de moyens de ce label, ou l'obligation de moyens mais pas de résultats pour le bio, que faire? C'est peut-être votre porte-monnaie qui décidera. Car l'association Génération Future vient de rendre publique une étude inédite pour tous ceux qui ne peuvent pas acheter bio. Un sacré pavé dans la mare. Pour le consommateur pour lequel c'est important de ne pas manger de résidus de pesticides, il faut qu'il puisse avoir un choix. Donc nous, on a compilé 5 années de données de la répression des fraudes et on liste donc les fruits et légumes dans lesquels il y a le plus souvent ou le moins souvent des résidus de pesticides. Dans le classement Surprise, on découvre que certains aliments sont naturellement protégés des pesticides, même lorsqu'ils ont été cultivés en conventionnel, comme l'avocat. Cette peau épaisse de l'avocat le protège d'un certain nombre de ravageurs et de maladies. Et il y a moins souvent besoin de traiter que par exemple que sur une fraise qui est plus fragile. Les bulbes d'oignon qui sont en terre, alors l'oignon c'est quand même traité pendant la culture. Le fait que ce soit un petit peu en terre, le fait qu'il y ait des peaux, ça réduit aussi le nombre de résidus. Dans le même genre, les légumes qui poussent en terre comme la betterave ou le navet sont très protégés. Toute la famille des choux également, comme le brocoli. Ceux qui ont des peaux épaisses comme la banane, la mangue et l'ananas, des fruits extrêmement chers en bio. Comme si, avec ou sans label, la nature avait encore quelques super pouvoirs pour se protéger. Mais une chose est sûre, en achetant bio, elle vous dit au moins merci pour les sols.